Bienvenue dans BDTube, l'émission web du blog Les Chroniques de l'Invisible. Une fois par mois, on va se retrouver sur ce nouveau format, histoire de parler BD d'une toute autre façon. Nouveautés, faits d'actu, retour sur d'anciens titres, cette émission veut vous apporter le petit plus que ne vous apportait pas encore le blog. J'espère que vous apprécierez ce rendez-vous. Et pour commencer, on va parler états généraux de la bande dessinée, souffle de l'aventure littéraire et télé-réalité religieuse. Prêt? Alors, BDTube, première. Après un mois de janvier riche en bad buzz, j'aurais pu vous parler de misogynie ou de mépris affiché envers les auteurs de bande dessinée. Mais en lieu et place, j'ai préféré vous parler d'une étude qui fait la démonstration que les auteurs de bande dessinée sont des artistes pauvres. Question de priorité. Au cours du dernier festival d'Angoulême, se sont tenus les seconds états généraux de la bande dessinée. Initié par les auteurs Denis Bajram, Valérie Mangin et Benoît Peters, ce regroupement d'artistes de la BD a souhaité proposer une étude scientifique de ce petit milieu culturel. Première proposition de leur part, une étude sur les conditions de vie et de travail des auteurs de bande dessinée. Présentée donc en avant-première au FIBD. Petit point méthodologique d'abord, cette étude, encadrée par les chercheurs de HEC, excusez du peu, a accueilli près de 1500 réponses sur un potentiel de 3000. Autrement dit, les professionnels de la bande dessinée en avaient visiblement quelque chose à faire de ces questions-là. Que retenir donc? En premier lieu, évidemment, ce chiffre terrible. 53% des répondants déclarent un revenu mensuel inférieur au SMIC. Pire, 36% se déclarent même en dessous du seuil de pauvreté. Gagner aussi peu userait le moindre salarié. Vous imaginez que, pour le même prix, il faut être créatif en plus. Deuxième point à retenir, il est lié, mais les 2/3 des répondants travaillent plus de 40 heures par semaine, week-end compris. On reprend, quel revenu? Moins que le SMIC. Moins que le SMIC, 40 heures par semaine, moins que le SMIC, 40 heures par semaine. Qui parmi vous souhaiterait de telles conditions de travail? Ajoutez à cela une protection sociale faible, 88% des auteurs disent ne jamais avoir pris un jour d'arrêt maladie, et des droits à la retraite ridicules, 1% seulement des auteurs partent à la retraite, et vous comprendrez que ceux qui font vos BD préférés sont sans doute parmi les plus précaires de tous les travailleurs. Ah, et bien évidemment, pour chacun de ces chiffres, la situation des auteurs femmes est systématiquement pire. Autre aspect, 68% des auteurs interrogés estiment ne pas avoir eu droit à des efforts marketing de leur éditeur sur les 3 dernières années, outre les fameux SP qui font régulièrement parler d'eux et qui permettent de la visibilité sur Internet, mine de rien. Mais 27% estiment ne pas avoir eu droit à ce minimum DSP. Pourtant, près de la moitié des auteurs affirment posséder une bonne relation avec leurs éditeurs. Paradoxe. Ces données statistiques seront complétées prochainement par des entretiens menés par des sociologues afin de donner du sens et de la réalité à ces chiffres bruts. Et par le même type d'enquête auprès des éditeurs cette fois pour comparer les points de vue. Parce que, vous l'aurez compris, ces artistes qui vous passionnent tant, vous êtes sans doute moins pauvres qu'eux, peut-être même plus riches. Malaise, non? Maintenant, si vous voulez lire par vous-même l'intégralité de cette enquête passionnante, rendez-vous sur le site des États généraux de la bande dessinée, www.etatsgenerauxbd.org. Je vous tiendrai au courant des avancées éventuelles dans le domaine. La BD du mois, c'est une sortie toute chaude que vous trouverez en bonne place chez vos meilleurs libraires à la publication de ces vidéos. Et pour cette première, je vous emmène dans les bas-fonds d'Auckland faire la rencontre de Martin Hélène. Martin Hélène, c'est un roman graphique scénarisé par Denis Lapierre et dessiné par Aude Sanama, un album publié aux éditions Futuropolis.
C'est une adaptation d'un petit auteur à peine connu, Jack London. Oui, rien que ça. Et c'est une bonne adaptation puisque, selon moi, on retrouve le souffle de l'aventure à travers cette histoire, un souffle propre aux écrits de Jack London. Mais si je vous parle d'aventure, ce n'est pas tant par le voyage physique. Martin Eden se déplace finalement assez peu. En tout cas, pas dans des lieux très exotiques. Son voyage est intérieur. Il est culturel et social. Car, par amour, Martin va essayer de s'instruire afin de répondre aux attentes de la classe sociale de sa dulcinée. Ruth, cette jeune femme, va essayer, sans y prendre garde, de l'entraîner dans son monde à elle, et ce faisant, de l'amener à renier ce qu'il avait constitué. C'est un magnifique voyage que nous offre de découvrir Denis Lapierre, parce qu'il offre un léger décalage sur un processus que tout le monde qualifie de positif. Martin Eden développe ses connaissances, sa culture, en travaillant avec vigueur pour cela. Quoi de plus respectable et valorisant? Mais cet élan ne s'avère pas suffisant. Jack London a écrit un personnage qui se meurt de se cultiver. Un parfait contre-pied qui amène à réfléchir sur ce qu'est la culture et sur ce qu'est une bonne culture. Il irait de soi, normalement, qu'il n'y a pas de bonne culture. Pourtant, chaque société possède une culture dominante, celle qui écrase les autres en les disant exogènes, minoritaires ou inférieurs. Réussir socialement se traduisant par une adoption de ces codes culturels dominants. Ces processus étaient sans doute évidents au XIXe siècle, sans doute aussi pourquoi Jack London a travaillé dessus. Ils furent aussi largement explorés par l'écrivain Antonio Gramsci ou le sociologue Pierre Bourdieu au cours du XXe siècle. On a donc un personnage principal qui se fourvoie. Il croit s'épanouir et tarde à comprendre qu'il ne se construit pas pour lui, mais pour le regard des autres. C'est sans doute le cœur du travail de London, à l'origine, et de Denis Lapierre à l'adaptation. Nous amener à penser que la réussite doit être, avant toute chose, une affaire personnelle. Qu'il peut y avoir de belles vies menées hors des sentiers balisés de la société et de ses classes dirigeantes. Pour ce nouveau projet, Denis Lapierre a fait confiance à Aude Samama, avec lequel il collabore pour la 3e fois. Cet artiste au travail directement inspiré des peintres expressionnistes vient apporter une légère distance au récit. Elle fait de nous des témoins, plongeant avec elle dans le tableau de chaque case. Mais attention, on ne reste pas en retrait pour autant. Au contraire, on se laisse prendre peu à peu par le souffle de l'aventure de cette histoire. Aude Samama nous emporte, mais sans que l'on y fasse attention. Et lorsqu'elle nous fait baisser notre garde, c'est là que le propos de son scénariste vienne le plus nous toucher. Alors, est-ce que vous êtes prêts à faire ce voyage, vous aussi? Le retour arrière du mois vient braquer le projecteur sur des albums un peu plus anciens que vous ne trouverez pas forcément partout, mais dont je vous recommande chaudement la lecture. Et pour cette première, je vous propose un petit détour par le comic book. Non, n'éteignez pas cette vidéo, je n'ai pas dit super-héros. Ça viendra, ne vous en faites pas. Mais pour commencer, j'ai choisi une œuvre moins clivante. Enfin, moins clivante. Bref, un comic book d'anticipation politique, Punk Rock Jesus, de Sean Murphy, publié par Urban Comics. Imaginez, dans un futur proche, une chaîne de télé clone Jésus depuis les cellules contenues dans le suaire de Turin, et propose ensuite une émission de télé-réalité autour de la conception et de l'évolution du nouveau Messie. Mais à son trait blasphématoire, on finit forcément par choquer pas mal de gens et à se faire de sacrés ennemis. Quel sera donc ce Jésus-là? Qui sera-t-il? Un nouveau prophète? Oui, mais pour quelle voie? Évidemment, ceux qui me connaissent savent mon goût pour les propos iconoclastes et provocateurs, surtout en matière de religion. Sean Murphy livre une belle analyse croisée entre la religion et la télévision, livrant un portrait à charge des États-Unis de ce début du XXIe siècle. Il réussit le tour de force d'allier ce propos à une intrigue extrêmement rythmée, bourrée d'action, du blockbuster intelligent. Je ne vois pas de meilleure expression pour décrire cette histoire. Et puis, il y a le dessin. Noir et blanc, certes, mais d'une puissance incroyable. Son énergie vous saute au visage et vous contamine littéralement. C'est agressif, piquant, mais toujours extrêmement lisible. Une forme parfaite pour un tel fond. Si vous ne craignez pas de vous faire chahuter un peu,
Punk Rock Jesus sera un excellent moyen de découvrir le potentiel du comic book hors univers de super-héros. Mais je maintiens, je vous y mettrai au lit cramoulant, je vous y mettrai. CDLI ce mois, c'est une petite sélection de chroniques tirées du blog que vous avez peut-être raté. En janvier, je retiens l'article de mon contributeur Jonathan Snoopy, consacré à One Punch Man tome 1 par One et Murata Yusuke, chez Kurokawa. Le manga qu'il faut lire si l'on déteste les mangas aux ennemis toujours plus puissants. Non, je n'ai pas dit des BZ, hein. Non, je ne l'ai pas dit. Mais bref, là, le personnage, dès le début, il est déjà over 9000. Vous voyez, imbattable, indestructible, on peut... C'est fini. La question est réglée. Que peut-il lui arriver? Suivez donc la chronique de Snoopy sur le lien en bas de votre écran. Par ailleurs, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous engage à aller lire l'interview croisée entre Sophie Lee, coloriste d'Oko, et Lise Tarquin, coloriste de l'Enfant Odyssée, entre autres. Un regard sur un métier trop peu mis en lumière, trop souvent laissé dans l'ombre, coloriste de bande dessinée, et qui pourtant a une place incontournable. Pour aller faire la rencontre de ces deux artistes, là encore, suivez le lien. Je vous remercie pour avoir suivi cette première émission de BD Tube. J'espère bien entendu qu'il y en aura une deuxième, que vous aurez des commentaires à faire dessus, qu'elle vous aura intéressé. En tout cas, moi je vous dis au revoir, à dans un mois, pour de nouvelles bandes dessinées.